Madame, Monsieur, bonjour. Corruption, vol du denier public, faux marché public, on n'en parlera jamais assez. Le mal endémique est d'une préoccupation persistante sous tous les cieux, notamment en Afrique et particulièrement au Bénin, ce qui d'ailleurs a justifié la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. L'un des responsables de cet organe est d'ailleurs notre invité aujourd'hui. Nous évoquerons les acquis, forces et faiblesses et pourquoi pas perspectives dans la lutte contre la corruption au Bénin. Notre invité, c'est le docteur Olivier Charles Atindéou. Il est le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Docteur, bonjour. Cher monsieur, bonjour. Alors, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, pour définir cet organe de manière terre à terre, un béninois lambda, son rôle, c'est quoi? Le rôle du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, pour nos concitoyennes et concitoyens, c'est de prévenir la corruption, c'est-à-dire trouver des solutions pour réduire ou éliminer les actes corruptifs. De façon terre à terre, c'est ce que je dirais. Mais si je veux pousser un peu la chose dans le terre à terre, je dirais que le HCPC, la mission principale, c'est de faire de sorte que les milliards qui doivent tomber dans les caisses de l'État puissent régulièrement tomber pour qu'on puisse poursuivre les réformes, ne pas dire poursuivre le financement des réformes et être fier de ne pas tendre la main. Voilà, concrètement. Alors, quel est le constat, docteur, qui a milité en faveur de la création de cet organe? Bon, le constat qui a milité, avant même de parler d'un constat ayant facilité ou milité, il faut prendre l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Bénin est État partie. Et quand on signe des traités, on s'engage à faire quelque chose. Et cet engagement, je puis le dire de façon aussi terre à terre, a fait l'objet d'une attention particulière, que ce soit avant le président Talon. Et lorsque le président Talon est arrivé, il a estimé que, avant nous parlions de moralisation de la vie publique, après de la haute autorité de lutte contre la corruption. Et si on pensait maintenant, pour demain, et encore même plus loin, à renforcer la prévention. Renforcer la prévention, c'est quoi concrètement? C'est que les enfants d'aujourd'hui comprennent ou arrivent à comprendre. Bien sûr, le HCPC à lui tout seul ne va pas tout faire. Donc, on va solliciter les parents, les adultes que nous sommes, pour qu'un cycle d'intégrité soit mis en place. Je dis bien un cycle d'intégrité, c'est pas mis en place sur le papier, mais que chaque conscience puisse absorber et vivre. On ne peut pas dire alors, ça devient une seconde nature pour chaque béninoise et chaque béninois. Donc, lorsqu'on cherche à renforcer la prévention de la corruption, ça veut dire qu'on reconnaît que ce mal-là est gravissime pour la consolidation de la bonne gouvernance. Pour ne pas dire tout court, pour la bonne gouvernance de notre pays. Donc, la croissance économique, le développement durable. Et les sociologues ou les spécialistes des sciences sociales ont pour habitude de dire quelque chose. Lorsqu'on est vraiment sérieux, qu'on pense politique publique, on ne pense pas pour 2-3 ans. On pense sur on peut dire les 3 phases, sur le court, moyen et long terme. La prévention, c'est le long terme. Le court terme, on va dire que c'est la répression. Il faut parvenir à faire peur à celles et ceux parmi nous qui ne peuvent pas comprendre que la chose publique, on ne touche pas. Il faut arriver à faire peur à ceux-là d'entre nous, même dans le secteur privé, qui pensent que, oui, ils ont le droit de se servir. Ils ont le droit de manipuler des chiffres. Ils ont le droit de fausser la loyauté en termes de concurrence. Et ça justifie bien l'existence du HCPC. Alors, aujourd'hui, on doit faire peur, on doit prévenir et tout ça, mais nous avons constaté que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme arrive à épingler un certain nombre, peut-être pas votre concours. Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'attribution à un moment donné, puisque vous
vous investissez dans la lutte contre la corruption et en même temps, la Criette parle un peu de volet économique. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il y ait conflit d'attribution entre les deux organes? Non, au contraire, c'est même une richesse pour notre pays. On a bien parlé de coûts de répression, d'infractions économiques et du terrorisme. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend? Ça veut dire si le ACPC est à côté, ça veut dire que si la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, ça veut dire si la BEF, la brigade économique et financière, ça veut dire si la BC, la brigade criminelle est à côté. Et qu'est-ce qui j'oublie au passage? En fait, l'ensemble de ces acteurs concourent à un seul objectif. L'idéal pas même l'idéal, l'obligation de transparence dans la gestion des affaires publiques. Et je vais encore plus loin. En réalité, c'est le besoin de sécurité et de sûreté. Parce que si nous ne sommes pas en sécurité, si nous ne montrons pas que le Bénin est un pays sûr, quel investisseur va venir ici? Donc la CRIAT joue son rôle. La CRIAT montre que on peut venir faire des affaires au Bénin sans tricher. On peut venir faire des affaires au Bénin sans avoir peur d'être affecté par une instabilité, qu'elle soit financière, économique ou politique. Vous êtes en pays sûr. Et ce que le ACPC apporte, je ne vais pas dire de plus, mais en termes d'accompagnement, il me faut aussi préciser pour que nos éditeurs puissent comprendre que, en réalité, ces institutions sont, dans le jargon de la science administrative, on parle de services d'appui, mais ce ne sont pas des services, ce sont des institutions de l'organique qui sont, dans l'idée fondamentale, on met ceci, on met 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, et ainsi de suite. Nous constituons une force et nous venons en rempart pour que ce 229 soit toujours bien perçu, garde sa notoriété et puis dégage de la confiance. Vous le savez très bien, cher monsieur, sans confiance sur le marché des capitaux ou ailleurs, il n'y a pas de relation possible. Donc, il n'y a pas de conflit d'attribution, pas du tout. D'ailleurs, quand on regarde la loi 20-20-09, quand on regarde son décret d'application 20-24-10-04, décret d'application du 26 juin 2024, hein, et la loi date de 2020, 23 avril, qu'est-ce qu'on constate? Que le ACPC n'est pas une institution judiciaire. Peut-être que l'expression, pour ne pas dire le mot haut commissariat, serait susceptible de laisser croire que nous sommes une institution judiciaire. Non. Nous avons effectivement nos attributions, nous avons nos activités, nos programmes, nos domaines d'intervention, pour parler simplement. Alors, vous avez cité un chapelet d'organes ou d'institutions qui travaillent aujourd'hui en synergie pour quand même débusquer un certain nombre de Béninois qui refusent quand même de respecter la chose publique. Mais dites-nous, on a constaté qu'en 2018, l'autorité nationale de lutte contre la corruption a été dissoute. Selon vous, aujourd'hui, le Haut Commissariat de l'ACPC est venu en remplacement. Selon vous, quelles étaient les faiblesses de cet organe-là qui a été dissoute et que vous êtes venu remplacer aujourd'hui? Je vais vous répondre, mais il est important. Je suis, dans une autre vie, je le répète souvent, un enseignant-chercheur. Par déformation professionnelle, j'ai appris à regarder et à apprécier le beau en chaque chose. Il faut être, je vais dire, nombriliste, ou il faut être affecté par un coefficient, je dirais, d'une raison tronquée, pour croire que dans ce que vous avez à sonder, essayez de tirer le négatif, ce qui n'a pas marché. Non, il faut déjà regarder dans un premier temps ce qui a marché, comprendre pourquoi ça a marché et quels sont les axes d'amélioration. Et quand j'ai pris l'autorité nationale de lutte contre la corruption, c'est ce que j'ai regardé. Lorsque j'ai demandé les différents actes, à voir ce qui a été fait, je me dis, bon tiens, et si on allait plutôt dans ce sens? Et, pour rappel, nous ne sommes plus dans lutte,
nous sommes dans la prévention. Quand bien même dans prévention, il y a lutte. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez pour ambition d'empêcher la survenance d'un mal identifié, tout de suite, vous mettez quoi? Vous mettez la force, vous mettez la dissuasion, vous mettez la sanction. Donc, c'est une continuité. Je le dis, il était une continuité. Les gens peut-être veulent entendre de ma bouche, je ne dirais pas vous, veulent entendre de ma bouche parce que la question a été souvent posée, même hors micro. Écoutez, est-ce que vous ne voyez pas, monsieur le secrétaire général, que les autres, bon, franchement, il faut dire la vérité, ils n'ont rien fait. J'ai dit, mais vous pensez qu'un être humain est inutile? Non, c'est faux, vous vous trompez. Même la fourmi a son utilité. Si vous ne pouvez pas détecter la valeur de ce qui vous entoure, alors vous êtes un homme inconséquent. Parce que vous ne serez pas posé de bonnes actions. Vous ne serez pas suffisamment inspiré pour pouvoir agir. Et j'estime que le HCPC doit être suffisamment inspiré. Donc, recherchons, tirons de chaque personne, ressource ou source de chaque institution existante ou qui a existé, l'élément qui nous permettrait de dire on va faire mieux. Comme un challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Et le challenge qui est gagnant, mais c'est encore chacun de nous, c'est le Bénin. C'est pas pour ma personne. La personne n'existe pas à partir du moment où on décide de travailler là où nous sommes. C'est-à-dire là où nous sommes dans la fonction. Le HCPC doit être suffisamment inspiré, dites-vous, mais quelque part, c'est vrai, votre développement est quand même tout beau, il faut pas être trop nombriliste, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné s'inspirer de l'échec de l'autre pour éviter à l'avenir de tomber dans ces mêmes erreurs, par exemple? Oui, je vous comprends, sauf que les temps ont changé. 2007, parce qu'on rappelle 2007, la marche, ainsi de suite, même ce matin, on l'a encore entendu quelque part. 2007 n'est pas 2011. 2011 n'est pas 2018. 2018 n'est pas 2024. Pourquoi? Les enjeux qui s'imposent dans les séquences temporelles vous obligent à changer d'approche. C'est-à-dire à trouver que cette solution qu'on aurait pu appliquer facilement n'est plus viable. C'est-à-dire n'est plus une solution efficiente pour résoudre le problème. Même plus. Regardons un peu au plan international. Au plan international, le Bénin milite actuellement pour une base de données intégrée des bonnes pratiques. Il se trouve que le Bénin qui a proposé le HCPC au travail du HCPC est un peu aussi réticent ou se pose des questions sur la faisabilité. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle. C'était à Vienne. On va encore défendre dans quelques semaines. Mais pourquoi le HCPC, curieusement, qui propose est réticent? Mais c'est parce que, avec le temps, quand bien même les pratiques représentationnelles, entre guillemets, ne changent pas chaque année ou chaque 2 ans, ne changent pas chaque 5 ans, mais l'homme change, l'homme mûrit. Les psychologues, ceux qui font de la psychologie sociale, nous disent que chaque 5 ans, il y a un changement qui s'opère au niveau de l'être. Tout dépend de comment est-ce qu'il a été nourri en expérience, en traumatisme, et ainsi de suite. Donc, j'ai beau regarder, je dis bien, j'ai beau regarder ce que l'autorité nationale de lutte contre la corruption aurait pu faire entre guillemets, d'inconséquent ou de pas pratique, j'ai entendu le mot quelque part, mais moi, personnellement, en tant que secrétaire général, est-ce que c'est ce que je dois prendre pour opérationnaliser l'institution? Est-ce que c'est ce que je dois prendre pour aller là où le chef de l'État veut nous voir, c'est-à-dire dans la prévention de la corruption? Prévenir, c'est investir. Il y a l'éducation. Nos enfants de 2007-2011, ils ont quel âge aujourd'hui? Faites le calcul. Ceux qui sont là aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont plus bourrés de technologie que ceux d'hier. Demandez à ceux qui avaient 30 ans en 2011, je dis bien demander à ceux qui avaient 30 ans en 2011 de vous parler des avancées de la technologie. Ils n'ont pas le temps, ils ne suivent pas. Mais appelez leurs enfants de 15 ans, ainsi de suite. Tac, tac, c'est rapide. Donc, il faut aussi s'adapter en continu. Donc, je peux bien piocher les bonnes ou mauvaises pratiques, mais si je ne m'adapte pas, je suis un bête. Si une institution ne s'adapte pas, elle sera inconséquente. La preuve,
Bon, j'aurais pu vous accorder l'exclusivité de notre chapelet, puisque vous avez dit le mot tout à l'heure. Bon, dimanche est passé, mais de notre chapelet d'activités. Et vous allez voir clairement que ça ne ressemble pas à ce que les Ivoiriens font, à ce que les Ghanéens font, à ce que les Sénégalais font. Nous nous sommes inspirés de nos propres réalités au Bénin. Sinon, comment on va réussir la chose? On sait que ici, là, on est têtu au Bénin. Très, très têtu. Donc, ça, j'ai pris le temps d'analyser ce fait-là. Qu'est-ce qui fait que dans nos différentes cultures, dans nos cultures au pluriel, j'entends par là les langues nationales, dans les groupes linguistiques, dans les départements, et ainsi de suite, qu'est-ce qui fait que nous, parfois, nous sommes récalcitrants à adhérer à quelque chose que tout le monde voit, dit, ah, mais c'est beau, ça va arranger le public. Qu'est-ce qui empêche l'adhésion? Et qu'est-ce qui empêche que cette adhésion s'installe dans ce qu'on appelle, qu'est-ce qui empêche la cohérence entre l'individu et l'objectif? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, vous n'avez pas besoin de vous inspirer de ce qui s'est passé. Vous devez observer en continu la réalité sociale. C'est du travail. Donc, voilà. Vous avez dit tantôt que vous, votre devoir, c'est de vous positionner dans la prévention, là où vous attend le chef de l'État, puisque voilà toute l'ambition du chef de l'État, assainir complètement notre administration publique. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des atouts dont vous disposez aujourd'hui pour rester dans ce rôle? Les atouts dont nous disposons, ou vais-je dire, les atouts qui devraient être les nôtres, nous avons déjà la volonté politique. Et vous le savez très bien, en matière de politique publique, lorsqu'on veut changer la mentalité, s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a rien. Ensuite, nous demandons encore certains moyens. Par exemple, au niveau du budget, au niveau simplement du matériel, ce qu'on appelle le matériel roulant, qu'on puisse nous permettre d'avoir un peu plus de personnel. Donc, ça nécessite de l'argent. Et au passage, je rappelle les principes de Jakarta. En 2012, on évitait les institutions de lutte contre la corruption, ILC, à être pourvu de suffisamment de moyens pour être à l'abri de la tentation et atteindre les objectifs. Donc, les atouts déjà, c'est, je vais employer un mot du chef de l'État, c'est l'inspiration. Ne pas taper dans du formalisme béat, comme ça marche ailleurs, nous si on va le prendre, au Bénin on va le faire. Donc, de l'inspiration. Ça, c'est un atout. C'est quelque chose de très, très important. L'autre atout, c'est que autour de nous, et moi, je le constate, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en était concrètement, et je pense que ce n'était pas le cas. J'ai autour de moi, en tant que secrétaire général, des acteurs qui sont atrocement, foncièrement impliqués. Quand je prends mon téléphone, je sollicite le secrétaire général de la CENTIF, il réagit, ça va vite. Je veux voir le président de la CRIED, lui faire une proposition, ça va vite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde aujourd'hui regarde dans la même direction. Vous pouvez vous renseigner, je ne sais pas si c'était le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. Et qui a fait ça? C'est le président Baptiste Talon. Vous voulez bosser? Ok. Vous ne voulez pas bosser? Dehors. Mais c'est aussi simple. Donc l'atout majeur, je l'ai dit, je pense que c'était au mois d'octobre dernier ou novembre, je ne sais plus, que le premier vrai mécanisme de prévention de la corruption, de lutte contre la corruption dont nous disposons au Bénin, c'est le président Baptiste Talon. Je vous assure, hein, son aura, son charisme, sa vision, ses réformes, mais on en parle à l'extérieur, c'est même pas moi qui le dis. Moi, j'ai la chance de représenter le Bénin, voilà, dans certaines réunions, ainsi de suite, et j'entends, soyons fiers aujourd'hui. Et ça se voit autour de nous. Donc ça, c'est un atout majeur. La volonté politique, c'est très important. Tout le reste, quand vous voulez bosser, ça vient. Et bien sûr, il faut prendre le temps de trouver les compétences, l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce n'est pas en un mois qu'on va faire ça. Donc, la machine, pour certaines personnes, n'est pas encore mise en route, ou a du mal à se mettre en route, mais les gens oublient que pour qu'une machine démarre, il faut un bon moteur. Et quand même, bien même vous avez un bon moteur, il faut vérifier que ce qui permet au moteur de démarrer
carburant, le niveau de ceci, le niveau de cela, tout est en place. Et quand c'est en place, quand vous démarrez, tout le monde va entendre le bruit du moteur. Donc, c'est le cas du ACPC. Vous avez des atouts, vous avez des suggestions, pour ne pas dire des besoins, mais dites-nous, est-ce que ces besoins, on peut les appeler vos points faibles actuellement ou bien vous avez d'autres points faibles? Non, ce ne sont pas des points faibles, c'est une analyse que je partage parce que le citoyen a droit à l'information. Vous m'avez reçu pour ça, pour que nous puissions dire ce que, je ne suis pas un disciple ou un apôtre du mensonge. Non. Déjà, en tant que personne et dans ma fonction, j'ai l'obligation de vous dire ce que la réalité est et c'est tout. Je ne fais que, dans mon intention, bien sûr, dire que si on donne les moyens au HCPC, nous aurons tous les résultats que tout le monde attend. C'est un peu ça. Et je suis aussi en train de dire dans ma présentation que le démarrage est pas poussif, mais c'est un peu lent parce que il faut déjà le recrutement du personnel, pour trouver les compétences, les qualifications qu'il faut, parce que c'est une institution particulière. Il faut un minimum de connaissances. Il y a un poste de chargé d'affaires juridiques. C'est pas parce que vous avez fait du droit, c'est pas parce que vous êtes avocat ou magistrat que tout de suite. Non, il faut en plus de ça maîtriser tout ce que le Bénin a signé en termes d'instruments juridiques internationaux. Il faut connaître un minimum de ce qu'on appelle dans notre jargon ici, les sciences sociales, les approches attachées à la bonne gouvernance, à la transparence, à l'éthique, à l'intégrité. Quelles sont les passerelles? Donc, c'est ce que je veux concrètement dire. C'est pas dans l'idéal de faiblesse, c'est pas dans l'idée de faiblesse, c'est même pas dans l'intention de dire que le HCPC, non. C'est pour dire que si on nous donne les moyens, nous aurons les résultats. Et ça, c'est une conviction. Alors, vous aviez certainement évalué un certain nombre de choses et vous avez compris que là, tout de suite, vous avez les atouts nécessaires pour évoluer. Ça fait déjà 7 mois que vous êtes là, au moins. Dites-nous, en attendant que le personnel requis ne soit mis en place, comment voyez-vous l'administration publique aujourd'hui? Est-ce qu'elle se porte bien sur le plan de lutte contre la corruption? Bien, là, je vais répondre à votre question. Juste avant, il faut rappeler les dates. On oublie. Le haut commissaire a été nommé le 12 juin. Le 26 juin, il y a eu la signature, si vous voulez, du décret 20-24, 10-04 et le 10-05 portant règlement financier du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Le 22 juillet, le haut-commissaire a prêté serment. La nomination au Conseil des ministres du secrétaire général et du chef de cabinet, c'était le 25 septembre. Le premier CODIR s'est tenu le 30 septembre. Le secrétaire général, ma pauvre personne, devait absolument représenter le Bénin à la reprise de la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et c'était du 4 au 8. Je reviens, il nous fallait tout de suite, novembre, penser à la journée nationale et à la journée internationale, donc le 8 et le 9 décembre. Là, nous sommes le 3 février. Je sais pas, vous voyez un peu comment ça va vite, ça s'enchaîne, on est occupé. Donc, entre-temps, il faut recruter. Oh, il y a même mon secrétaire administratif qui a commencé début janvier. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je l'ai dit tantôt. Je veux bien que les gens nous taxent institution pour institution, une institution veule, faible, budgétivore, qui ne mérite pas d'exister, voilà encore quelque chose qui a été créé pour les pauvres, pour les amis. Mais non, je vais inviter ces personnes-là à revenir à de la lucidité. Et puis, à raison garder, de juger ce qu'ils voient en fonction de ce qui est accompli. Donc, pour répondre maintenant à votre question, l'administration, attendez, pourquoi je vais loin? Le 30 janvier dernier, nous étions au ministère du Travail et de la fonction publique. Nous étions avec Madame le ministre. Ailleurs, les Canadiens disent la ministre. Bon, Madame le ministre, il y a eu des choses formidables
qui ont été mises en place. Par exemple, les services communaux, ou les centres communaux, pardon, apportant le service public directement au pied, je vais dire, au pas de porte des gens. C'est une expression que vous avez compris. Les gens ne sont plus obligés de faire des routes pour arriver aller dans les chefs-lieux des départements ou venir à Cotonou pour certains qui sont à côté pour établir des actes. Ça, c'est merveilleux. Ça évite quoi? Mais ça évite le contact humain. Réduire le contact humain, c'est prévenir la corruption. Et ça, les gens ne savent même pas que c'est un mécanisme de prévention. Mais regardez autour de nous. Mais est-ce que je me dis, je vais écrire peut-être un livre pour présenter les différents pays en Afrique et ce que ces différents pays font, et tout Béninois va comparer. Moi, j'ai la chance de savoir ça. C'est ce qui fait que j'étais en Europe, j'étais en France. On m'a dit, viens servir. Je suis venu servir. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est même pas une question d'argent. Donc, l'administration publique, aujourd'hui, est un modèle, mais il y a encore des récalcitrants. Il y a encore des poches de résistance. Donc, ce sont ces poches de résistance qu'il faut identifier. Pourquoi ces poches existent? Qui en a le contrôle? Et à quelle fin? Comment comptez-vous identifier ces poches de résistance, par exemple? Bien, on les identifie. La preuve, hier, je ne peux pas le déballer, mais on a de très gros dossiers en ce qui concerne ce qui se passe, par exemple, dans le milieu de la santé. On sait ce que les directeurs départementaux de la santé font. Quels sont les circuits qu'ils ont mis en place pour se livrer à l'extorsion? Moi, j'appelle ça une extorsion. Un médicament qui n'existe pas, vous prescrivez le médicament. Vous voulez achever les gens. Vous avez prêté serment pour sauver, pas pour achever un individu. Qui plus est-je, vulnérable. Donc, enfin, vous profitez, non seulement les gens sont malades, ils viennent vous voir, vous du soin, et vous les achevez. Donc, on a cette possibilité-là. Il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui seront encore sur le terrain, donc je peux encore profiter de votre micro pour dire que nous recrutons des coordonnateurs départementaux, 12, donc les gens peuvent nous envoyer leur CV et nous allons les traiter. Bien, autre chose, le seul moyen, en fait, le second moyen, pas du même le seul, parce que c'est une recommandation, que nous sommes en train d'opérationnaliser, c'est ce qu'on a expliqué au président d'institutions constitutionnelles et aussi institutions de loi organique, la cartographie des risques. Cartographier les risques nous permet aisément de connaître les sources, les moments, les situations susceptibles de faire rencontrer le corrupteur et le corrompu, mieux de circonscrire ce qu'on appelle le pacte corrupteur. Le pacte corrupteur, il y a le tiers, il y a qu'est-ce qu'il gagne, est-ce que c'est une promesse, c'est une offre, pourquoi cette offre existerait, qui conditionne, qui alimente, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui prend le temps. Une cartographie des risques se réalise pour tout le territoire entre 1 an et 18 mois. Vous voyez, ça, c'est pas moi qui le détermine, c'est comme ça. Il faut faire appel à certaines ressources techniques qui doivent vous accompagner, déjà dans l'élaboration des questionnaires, dans la mise en place de ceci, de cela, pour correctement identifier ces faiblesses ou ces dysfonctionnements-là. C'est important. Donc, voilà, pour ne pas aller trop loin dans ce qui est dans nos cartons et sur nos tables, la cartographie des risques permet effectivement d'isoler aussi les déterminants agrégés. Qu'est-ce qu'on entend par déterminants agrégés? Dans nos pratiques représentationnelles, dans la manière de se dire bonjour, il y a la justification de la corruption. Il y a, je dirais même l'institutionnalisation de la légitimité de la corruption. Je fais un truc très simple. Vous êtes dans une administration. Votre supérieur, je dis votre supérieur, qui a l'obligation de redevabilité d'exemplarité, vous oblige à fausser quelques chiffres. Vous voulez votre job. Vous allez dire quoi? Moi, j'ai reçu la pression, moi, je voulais juste conserver mon boulot. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Sans le savoir, vous avez justifié. Vous êtes un élément du pacte corrupteur. Mais vous venez simplement de justifier que pour garder votre job, vous avez accepté de vous livrer à cette forfaiture-là. Donc,
comprendre tous ces éléments et savoir quoi en faire pour changer la mentalité des gens, ça prend aussi un peu son temps. Si nous existions depuis 10 ans, j'aurais compris le sens de certaines questions. Mais bon, on vient de commencer. On n'a même pas encore, on n'a même pas appris à marcher correctement, si je puis prendre cette expression en analogie à un enfant. On n'a pas encore 6 mois, concrètement. On n'a pas encore 6. Bon, c'est vrai que le décret est sorti depuis, c'est vrai, mais on n'a pas 6 mois. Comptez, bon, allez, on laisse, septembre, c'est un jour, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. Donc, peut-être que au mois de mars, nous allons faire un petit bilan pour voir quelles sont les activités qui ont été opérationnalisées, et pourquoi ça n'a pas pu être opérationnalisé, pourquoi ci, pourquoi ça. Là, j'aurai plaisir à accepter votre invitation. Alors, docteur Olivier Charles Tindéou, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission, mais vous aviez parlé des poches de résistance, la cartographie des risques. On a suivi il y a quelques jours le procès, la condamnation d'un certain Carlos Adorano, qui est le maître à penser de la disparition de 4 milliards de la caisse publique. Est-ce que dans votre cartographie des risques, vous avez pris en compte ces champs de phénomènes, ces champs de disparition de fonds? Totalement. Totalement, je vais encore même vous donner une primeur. Si je peux, bon, cette expression, elle est bien vieille. Une exclusivité, si vous voulez. Bon, est-ce qu'elle est si exclusive que ça? Voyez-vous, quand dans une entreprise, publique ou privée, il y a un dysfonctionnement, il y a, je vais dire, même un défaut de système de signalement, on arrive à ce genre de forfaiture, on arrive à ce genre de, je vais dire, de tragédie pour les caisses de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ACPC a bien pensé. Dans le pilier 1 de ses outils stratégiques, le pilier 1, c'est détecter et signaler. Nous avons, en dehors de la cartographie, nous allons mettre en place dans les administrations des entreprises privées, l'administration publique, j'entends, des procédures de signalement, qu'on pourrait entendre aussi par procédure d'alerte. Il y a toujours quelqu'un qui est au courant de quelque chose, mais qui a peur à la fois pour son job, pour sa vie, pour sa réputation. Et si nous parvenons à dire à cette personne-là, tu peux dénoncer, rien ne va t'arriver, tu ne perdras pas ton job, tu ne perdras pas ta vie, ta famille ne sera pas menacée. Je pense que c'est aussi contribuer efficacement à la prévention de la corruption. Au-delà même de mettre en place des procédures de signalement ou d'alerte, et c'est ça qui devient intéressant. Il faut actualiser les instruments juridiques existants pour aller plus loin dans, excusez-moi, je ne suis pas un père fouettard, mais dans la sanction. Les gens savent qu'il y a un droit déterminateur qui existe, des règles. C'est ce qu'on dit, ils savent que des principes existent. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas détourner l'argent de l'État, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Ils savent très bien, ils savent que le droit sanctionnateur existe. Les peines d'emprisonnement, voilà ce que ça va vous coûter. Mais cela ne vous empêche pas de violer le droit déterminateur. Cela n'empêche pas de mettre à mal les institutions de l'État par ces comportements-là, les caisses de l'État par ces comportements-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On en parlait en début d'émission. Il faut correctement, je dis bien correctement, et là je m'inspire des pays comme la République dominicaine, de Koweït, Italie, Pays-Bas, Norvège, qui, à la reprise de la 15e session, ont dit que les États doivent désormais penser, les États partis à la Convention, doivent désormais penser, il faut qu'on franchisse le pas de la discussion de la dignité humaine. Parce que ça bloque au niveau des droits de l'homme, et ainsi de suite. Mais si nous ne faisons pas ça, ces types d'actes vont se poursuivre. Et là, j'ai rappelé en off, mais écoutez, la première loi, la toute première loi qui a pensé ou qui tendait à
à castrer, à freiner un peu les actes corruptifs date de 59 avant Jésus-Christ. 59 avant Jésus-Christ. Et là, on a commencé à compter à partir de Jésus-Christ en 2024. Ça veut dire quoi? La chose est en l'homme. Comme la grandeur, il y a de la bassesse en l'homme. Essayons de faire des hommes sensibles à la préservation, à la protection même, je veux dire, de ce qu'est la chose publique. Essayons de faire des hommes amoureux de leur pays en termes d'investissement de travail. Et là, je pense que, comme cela s'est vu ailleurs, je prends par exemple le Danemark, qui est cité en modèle, quand on se rencontre à gauche, à droite. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est simple, ils ont investi dans l'éducation. Ils ont commencé la prévention. Aujourd'hui, c'est un réflexe. C'est comme la culture danoise. La culture danoise. Vous voyez le pays petit, ils ont besoin de ces sous pour se développer. Et est-ce que c'est, je veux dire, c'est une particularité en termes génétiques des Scandinaves? Je ne sais pas. Mais est-ce que dire ça aussi, c'est dire que la particularité génétique de nous autres Africains ou les pays en voie de développement comme les Latinos, c'est aussi, voilà, grappiller dans les caisses de l'État? Je ne sais pas. Vous voyez, en même en vous parlant, je suis encore en train de réfléchir parce qu'il faut faire très attention. Sinon, nous allons basculer dans les thèses, les approches développementalistes. Vous dire que c'est parce que c'est l'Afrique, c'est parce que nous sommes sous-développés que la corruption a atteint ce niveau-là. Vous voyez? Donc, il faut ajouter tous ces curseurs, trouver les bons process, les bonnes procédures à mettre en place et qui seraient spécifiques au cas béninois. Donc, en dehors de la cartographie, de procédures de signalement, d'alerte, d'actualisation des textes, il nous faut collectivement penser à qu'est-ce que nous faisons en termes d'éducation pour que nos enfants, là, qui sont à l'école, rentrent à la maison et quand ils vont entendre papa, maman raconter que oh, c'est bien de détourner, ils vont dire non, c'est pas bien de détourner. Quand nos enfants vont commencer à dire ça, c'est fini. On a gagné la bataille. Alors, ce qui fait la différence, c'est vrai que vous n'avez pas voulu trop polémiquer sur les faiblesses de l'organe défunt que votre organe est venu remplacer. Ce qui fait la différence fondamentale entre votre organe et cet organe défunt, c'est que vous êtes dans la prévention alors que cet organe était dans la lutte. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué beaucoup plus, c'est que bien qu'étant dans la lutte, cet organe n'a pas pu rendre gorge à ceux qui ont volé le denier public et qui ont corrompu les gens. Dans la prévention, est-ce que vous avez prévu ce volet, rendre gorge, restituer ce qui a été volé? Bien sûr, c'est le recouvrement, on appelle ça dans le jargon technique, on parle de recouvrement d'avoir, de produits, d'actes corruptifs. Voilà le terme. Ça existe, hein, c'est dans la Convention d'ailleurs. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 56 ou 59, je ne sais plus trop. Par là. Au Bénin, ça existe. Ça existe. Vous pouvez demander à la CENTIF, par exemple en termes de blanchiment d'argent, parce que ce qu'il faut rappeler à nos auditrices et nos auditeurs, c'est que ce qu'on appelle blanchiment d'argent est immédiatement lié à la corruption. Voilà. Généralement, ça finance même le terrorisme. Bon, ce n'est pas le rôle principal du Haut Commissariat à la prévention de la corruption de marquer ces gens à la culotte, de leur dire donnez l'argent, mais de faire les procédures pour que l'organe qu'il faut puisse les faire rendre compte, c'est ça? En réalité, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption va saisir l'organe ou l'institution en charge de le faire, en disant qu'avez-vous fait à tel moment lorsqu'il s'agit de recouvrer les avoirs? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide en termes de coopération internationale? Quels sont vos blocages pour que, voilà. Nous, notre rôle, c'est ça. Notre rôle, ce n'est pas de suivre ces personnes. Il y a déjà dans notre pays des agences, des institutions qui sont chargées de recouvrer ces avoirs-là. Ça existe. C'est leur travail. Nous, ce que nous faisons, en réalité, c'est comme une forme de mission de contrôle. Et puis détection des dysfonctionnements et des faiblesses. Pourquoi ça n'a pas été fait? On va corriger ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit encore mieux fait? On va corriger ensemble. Est-ce qu'il faut passer par le ministère, par exemple, des Affaires étrangères si la personne est dans tel pays pour tel. Ça existe. Interpol est ici aussi. Est-ce qu'il faut passer par Interpol qui a un département qui est consacré à cela pour retrouver la personne? Est-ce qu'il faut passer par exemple, les Français le demandaient, est-ce que tel monsieur, telle dame
à des biens immobiliers en France, par exemple, ou des banques, des comptes en banque, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un travail qui, vous ne pouvez pas obliger les gens à vous répondre en 1-2 semaines. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, c'est ce qu'ils vont vous dire. Hein. On a entendu ça. On n'a pas que ça à faire. Vous nous avez sollicité, on va vous répondre. Pourquoi? Parce que si vous faites trop de bruit, excusez-moi, mais le gibier fuit. Comme vous êtes chasseur, on vous demande d'apprendre à marcher et à faire attention aux feuilles mortes. Les feuilles mortes, ce sont les possibilités de fuite d'informations. Et pour ne pas faire fuiter, pour ne pas que ces gens de informations stratégiques sortent, il y a une manière de procéder. Je ne vais pas le dire ça à votre micro, mais il y a une manière de procéder. Mais donc, ceux qui sont à l'extérieur pensent que c'est long. Il y a des procédures. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a acheté des appartements en Suisse avec de l'argent d'actes correctifs, demander aux Suisses, allez, écoutez, nous on a besoin de ça, notre peuple est en train de nous talonner, nous met la pression, on a besoin de ça sur un an. Mais aussi, ils doivent justifier pourquoi ça a été saisi. Parce que parfois, là-bas, il y a des recours, il y a une procédure. La personne conteste, vous savez, il conteste. Il conteste en disant, non, mon agent vient de tel. Donc, le temps de vérifier la source et de prouver que non, c'est un enrichissement injustifié, mais ça met du temps. Donc, le travail est fait, mais l'homme est omnibulé par le temps. Je pense que c'est ça notre problème. Nous regardons une journée, un mois, en disant, oh, bon, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Mais on ne regarde jamais une journée, un mois, en disant, ah, j'ai fait beaucoup de choses et je peux m'améliorer comme ça. Donc moi, je suis plutôt dans ce sens, en disant, telle chose sont faites et nous pouvons nous améliorer en faisant ça. Et c'est mon job en tant que secrétaire général. Alors, monsieur le secrétaire général, nous sommes à la fin de cette émission. Avant de vous demander vos mots pour conclure, vous avez précisé dans vos développements que le président Patrice Talon est en quelque sorte le premier élément de prévention que vous avez. Je voudrais savoir quelles sont vos perspectives à court et moyen terme, puisque le mandat du chef de l'État est finissant. Après lui, est-ce à dire que la prévention, si éventuellement il ne revenait pas, en tout cas constitutionnellement, il paraît que ce n'est plus possible, si éventuellement il ne revenait pas, est-ce à dire que le personnage qui va incarner le chef de l'État après 2026, il y a des risques que ça ne cadre pas avec votre élan actuellement? Mais il me faut rappeler quelque chose de très important. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Il y a des lois, il y a des textes, il y a une manière, vais-je dire, civilisée de faire les choses. Les choses se font en gentleman et en gentlewoman. Donc, pour vous répondre simplement, pas à vous, mais à tous ceux qui nous écoutent, le chef de l'État n'a jamais dit, et il n'écrit nulle part, que le HCPC est conditionné au mandat du président Patrice Talon. C'est clair, quand vous regardez, le haut commissaire dispose d'un mandat de 5 ans, non renouvelable. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il a prêté serment quand? Le 22 juillet 2024. Ajouter 5 ans, ça fait quoi? 2029. La réponse y est. Le chef de l'État, son ambition, ce n'est pas sa personne. Je ne sais pas combien de fois je vais expliquer ça, mais ça se voit. Ça se voit. Marchez, sortez de chez vous et regardez. Même si vous êtes myope, on va vous accompagner. Et vous allez voir désormais. Bon, peut-être que ça ne sera pas le miracle. Hein. Moi, je ne suis pas faiseur de miracle. J'aime bosser. C'est différent. Mais ça se voit. Ce n'est pas sa personne. C'est le Bénin. Chacun de nous doit mettre dans sa tête que les logiques individuelles, c'est terminé. Quand on veut construire le pays, on rentre dans une logique collective. On fait force, on fait solidarité, parce que nous sommes tous amoureux de la même chose, notre pays. Moi, c'est clair, c'est ce que je comprends, c'est ce que d'ailleurs j'ai toujours compris. Sinon, excusez-moi, jamais je serais venu pour participer à la construction. Nous sommes donc au terme de cette émission. Un mot pour conclure? Je vous remercie déjà au nom du HCPC et à titre personnel pour votre rôle de facilitateur dans, je ne veux pas dire dans la circulation du message, mais plutôt dans l'accompagnement des objectifs du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et que les auditrices et les auditeurs restent persuadés que le HCPC travaille et ils verront les résultats.
Madame, Monsieur, vous l'avez compris, nous avons reçu pour vous le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Dr Olivier Charles Atinderou. Avec lui, nous avons évoqué les forces et pourquoi pas les recommandations, les suggestions qu'il faut pour améliorer les actions du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, sans oublier que nous avons évoqué aussi les perspectives. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.